Nous nous retrouvons donc sur une nouvelle interview aujourd'hui. Je suis avec monsieur Cyril Chambard qui est avec nous. Bonjour à toi. Salut Alors, Nico, de me faire intervenir sur ton podcast. c'est un grand plaisir et si j'ai souhaité te faire intervenir, c'est justement par tes domaines d'expertise qui sont justement la prise de parole en public. Donc, je vais te laisser te présenter un petit peu plus en détail. Mais ce que je voulais vraiment amener avec toi à nos auditeurs, c'est justement des techniques, des conseils, des astuces et toute, enfin, on va dire pas toute la science parce qu'elle est quand même assez vaste sur vraiment comment mieux communiquer, que ce soit par la création de contenu ou par ce qui va être créé derrière. Bon, avant toute chose, petite présentation. Alors, petite présentation, c'est l'heure du pitch. Alors, moi, je m'appelle Cyril Chambard. J'aide mes clients à métamorphoser leurs paroles pour Ouais. gagner en impact et vaincre leur trac lorsqu'ils doivent s'exprimer face à leur auditoire. Donc, Mm. imagine, tu dois présenter ton activité, que ce soit tu rentres sur scène, par exemple, face à un public, tu as les projecteurs qui t'arrivent sur la gueule et tout d'un coup, lorsque tu dois présenter et préparer et et proposer ton contenu à ton public, là, bam, c'est le blackout. Mm. Ah, tu Mm. commences à avoir les mains moites, tu as le cœur qui bat, tu te sens mal, tu te sens jugé, vraiment l'angoisse totale et blackout total. En fait, Mm. ce que tu viens de ressentir là, c'est ce qu'on appelle du trac. Le trac, c'est extrêmement destructeur parce que ça peut amoindrir tes compétences et tes qualités oratoires, voire totalement les détruire et les réduire à néant. Et ça, ce problème-là, le trac, tu vois, la peur de parler en public, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de, j'essaie vraiment de faire en sorte que mes clients, les personnes que j'accompagne, changent de mindset par rapport au trac pour en Mm. faire non plus un ennemi, mais vraiment un allié pour leur présentation, un allié utile qui va leur permettre d'être plus impactant et plus performant lorsqu'ils doivent s'exprimer. Voilà, tout ça grâce à des techniques du théâtre, de la prise de parole en public, de l'art oratoire et de l'éloquence en général. D'accord, donc toi, tu arrives justement à remanier le track pour en faire un point de force. Ouais, tout à fait. En fait, je pense que on pourra en parler plus en détail, mais le trac, s'il est là, c'est qu'il y a une raison. Le problème, c'est la société a tellement changé de visage. Enfin, comment t'expliquer ça? C'est très long, c'est un peu long à expliquer, mais on va repartir de la base, si tu veux. Ouais. Le trac, à la base, c'est une peur, ok? Tu ressens de la peur. La peur, c'est quoi? En fait, la peur, si tu imagines, tu as un ours qui t'arrive face à toi, tu vas voir les poils qui se hérissent, les pupilles qui s'écarquillent, tu vas voir ton rythme respiratoire qui va s'accélérer extrêmement vite, ton rythme cardiaque pareil. Pourquoi? Pour te mettre en défense, tu vois. Soit en attaque, Mm. soit en défense. C'est ce qu'on appelle dans la théorie darwiniste le fight-flight, Mm. c'est-à-dire le théorème combat-fuite. Mm. Et ce phénomène physique, physiologique et mental, on ressent exactement le même phénomène lorsqu'on doit prendre la parole en public. Mm. Parce que notre cerveau, en fait, a évolué très peu vite, beaucoup moins vite que la société. Et Mm. il associe la prise de parole en public, le public notamment, lorsque tu dois t'exprimer face à un auditoire, comme étant un danger. En Mm. fait, c'est comme si tu avais un ours en face de toi. Et le problème, c'est qu'il associe ça à quelque chose de dangereux alors que pas du tout. Mm. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que, comme je t'ai dit, tu te mets dans un mode qui s'appelle le combat ou la fuite. Mm. C'est-à-dire un état d'action. Sans ça, sans cette peur, eh bien, on serait mort depuis longtemps, on n'aurait jamais évolué. Parce qu'on se Mm. serait fait bouffer. Et grâce au trac, je suis convaincu d'une chose, c'est que si on arrive à le transformer, à éviter la paralysie et à rentrer dans un état d'action, eh bien, je suis convaincu d'une chose, c'est que le trac peut devenir une forme d'adrénaline, une forme Mm. d'excitation qui va nous donner envie de parler et voire même Mm. accroître nos performances. Oui, parce que finalement, quand tu es en situation de peur, de stress, tu réduis, le champ visuel se réduit. Enfin, il y a plein de choses qui se réduisent, Exactement. mais en même temps, ça te crée une attention qui est 10 fois plus forte et une Tout à fait. mobilisation de ressources Tout beaucoup à plus fait. importante. Tout Mm. à fait, tout à fait. Et le problème, en fait, c'est pas de ressentir du trac, c'est pas d'avoir peur, c'est d'être paralysé par celle-ci. En fait, j'aime bien Mm. dire, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas d'avoir peur, c'est d'avoir peur de la peur. Mm. Et ça, c'est très important à prendre conscience parce que ton trac, vraiment, il est utile. Il est utile. Il est Mm. là pour ça. Il est là pour te faire passer à l'action, pour te faire faire ce bond en avant extrêmement utile pour pouvoir parler avec impact. Et le tout, c'est d'arriver à le transformer. Après, il y a des techniques, voilà, que j'explique dans mes formations, dans mes coachings, mais aussi dans mes vidéos sur Internet, sur YouTube. Et il y a vraiment des techniques qui permettent de dépasser cette paralysie-là, en fait, Mm. pour le transformer, le trac.
Est-ce que c'est pas justement sur ce track-là, c'est pas justement un surdosage de cette peur-là? C'est-à-dire un surdosage. Dans le sens où finalement cette peur-là est faite pour te faire passer à l'action, pour te faire Ouais, réagir, agir, réagir, mais en même temps, elle arrive à un tel point que finalement tu arrives presque à un état de paralysie. Est-ce qu'il n'y a pas ce oui, phénomène-là? oui, il y a de surdosage et aussi je dirais plus, de non-contrôle et de mauvaise gestion de nos émotions. D'accord. C'est surtout ça, Mmh. c'est qu'on n'a pas appris en fait à gérer ces émotions-là. On a surtout appris à surtout ne dire rien, surtout ne parle pas, reste dans ton coin et reste paralysé, ne parle pas aux inconnus, etc. Tu vois, vraiment ne parle pas. Et on n'a pas appris à gérer nos émotions et à Mmh. gérer cette forme d'émotion-là. Et surtout en France, contrairement à d'autres pays où la culture de l'oralité et de l'oral, qui était très développée hein, il y a un peu moins de 100 ans en France, est a totalement disparu de Mmh. l'éducation et on nous apprend plus à parler, on nous apprend plus à nous exprimer, notamment en public. Et Mmh. ça, cette question d'entraînement, de pratique, et notamment depuis le jeune âge, ça aide à Mmh. justement être plus à l'aise et à gérer cette émotion-là par la Mmh. pratique. Il y a énormément d'études, il y a consensus sur le sujet. J'ai épluché des centaines d'études scientifiques sur le sujet. À chaque fois qu'il y a exposition avec un groupe d'étudiants, par exemple, qui ressentent de la peur de parler en public, à chaque fois qu'il y a exposition à cette peur, au plus on s'expose et au moins on ressent de trac à Mmh. force d'exposition. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'exposition en psychologie sociale, si je ne me trompe pas. Voilà. Mmh, d'accord, donc la répétition, le fait de faire, 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 et ce depuis le plus jeune âge, ça va créer une certaine accoutumance, ce qui est logique. Clairement. Tu vois, par exemple, moi, je me rappelle quand je faisais des présentations de mon ancien job professionnel, c'était en 2009-2010, tu vois, j'étais tétanisé quand je devais parler devant 10 personnes. Quand j'ai fait ma première conférence devant 20 personnes, j'étais tétanisé. Puis après, devant 50 personnes. Puis après, 100, 200, 300. Aujourd'hui, tu me demandes de faire une conf devant 50 personnes. Je vais avoir tu vois, une énergie, une petite tension avant de passer sur scène, mais ça va pas me faire flipper, quoi. Alors qu'avant, ça me faisait flipper, mais à mort, quoi. Tout à fait, je me retrouve totalement dans ce que tu dis, parce que moi, j'ai cherché vraiment à incarner ce slogan que je scande à chacune des femmes et vidéos, c'est on ne naît pas speaker, on le devient. Et moi, Mmh. sur YouTube, j'étais pas expert au début, j'étais nul, vraiment nul. Si tu regardes mes premiers discours, mais c'est une honte, c'est Malaise TV, tu te dis, mais le mec qui te donne des conseils sur la prise de parole, il a pas osé, quoi. Et je voulais vraiment me mettre dans une posture d'humilité et dire que voilà, tout le Mmh. monde le dit qu'on le développe, et moi, je veux le prouver. Et j'ai vraiment cherché à montrer que la prise de parole en public, c'est pas un don, mais c'est vraiment une compétence qu'on peut tous développer à force d'entraînement et à force de répétition. Et ça, il y a les toutes dernières recherches en neurosciences qui montrent que, par exemple, ça a été étudié au niveau des sportifs, notamment les danseurs classiques et les chauffeurs de taxi. Mais c'est exactement la même chose avec n'importe quelle autre pratique. Mais ils ont montré que les danseurs, ou notamment, voilà, c'est ça, les musiciens, à force de répétition, il développait des autoroutes neuronales Mmh. extrêmement développées dans les zones qui s'activent lorsque l'on écoute et pratique la musique. Donc Mmh. ça veut dire que plus tu vas pratiquer, au plus tu vas intensifier ta pratique, avec certaines règles bien évidemment, dans la durée avec intensité, et au plus tu vas devenir à l'aise et au plus ça va devenir une habitude et facile pour toi. Mmh. On parle souvent de l'art de le temps de maîtrise pour arriver à la maîtrise totale d'un art, c'est 10 000 heures, tu vois. Mais c'est pas des conneries, c'est pas totalement des Mmh. conneries en fait, c'est vraiment la répétition et la pratique et l'intensité de la pratique qui va faire qu'on va vraiment développer sur le plan neuronal des connexions, voire même des autoroutes neuronales spécifiques à Mmh. cette pratique. Donc Mmh. vraiment, c'est pas un don, la prise de parole, c'est une compétence. Tous les grands orateurs ont été quasiment, pour la grande majorité, nuls, ou si même ils étaient bons parce qu'ils avaient une affinité et un don pour le sujet, ils ont tous et toutes des choses à travailler et à développer. Donc vraiment, on peut tous la développer, cette compétence. Je parle vraiment de compétence, on peut tous développer ça et devenir au moins plus impactant et plus à l'aise lorsqu'on doit s'exprimer face à un auditoire. Ouais, c'est très très pertinent ce que tu dis. Et c'est vrai que cette notion des fameux 10 000 heures, alors je Oui, sais plus d'où ça vient, on devient expert au bout de 7 ans ou 10 000 heures de quelque chose. Mais là, j'en revenais, je me suis remis au skateboard, ce que je parlais il y a un moment donné. Et, euh, et en fait, ça m'a reconnecté à ça, véritablement.
parce que j'ai repris petit à petit des mécanismes. Alors, il a fallu quelques semaines avant que ça revienne, voire un peu plus d'un mois. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que ce qui me permet qui me bloque d'un palier à l'autre, c'est l'entraînement et la répétition. Et tu as tout à fait raison, hein, tu as tout à fait raison. Et sur ce point-là, c'est que les choses peuvent être très difficiles à un moment donné. Tu vas le faire 10 fois, 20 fois, 100 fois. Et au bout de 1000, 10 000 fois, tu vas le faire juste une fois et ça va être juste facile et 10 fois plus facile que les premières fois, quoi. C'est clair. C'est clair. Après, ça dépendra de la personne, de l'envie de la personne, Ouais. de l'envie de la Oui. personne. À quel point est-ce que tu veux mettre, à quel point tu veux être intense dans ta pratique, parce que pas tout le monde n'a la prétention de vouloir devenir speaker, donner des conférences, mais certains, la grande majorité des personnes que j'accompagne, même si je coach des conférenciers parfois pour les aider, c'est aussi des personnes qui veulent simplement gagner en impact, être plus à l'aise, être plus confiant. Bien que voilà, j'apprends quand même des techniques beaucoup plus approfondies pour aller plus loin, mais vraiment juste pour être impactant, on peut y arriver rapidement avec quelques techniques, vraiment très rapidement. Mais la suite, la maîtrise totale, là par contre, ça demande de l'intensité, ça demande beaucoup de pratique. Et j'ai une anecdote justement à raconter. J'ai coaché une cliente là récemment, une personne très sympathique, là, ça s'est très bien déroulé, et elle partait vraiment de -10, quoi, de -10 sur -10. Et je me suis dit, quand je l'ai vue, je la regarde et je la dis, oh putain, il y a du taf, quoi. Là, vraiment, c'est challengeant, c'est vraiment challengeant. Et je l'accompagne pendant 6 heures, coaching individuel, vraiment coaching vraiment individuel de haute qualité, haute intensité, où avec moi tu craches, quoi, clairement. Et entre le début et la fin, vraiment, elle a eu une évolution fulgurante. Je l'ai montré à la vidéo, elle avait vraiment rien à voir, quoi, vraiment impactante, etc., etc. On la voyait vraiment à l'aise, son discours était clair, il était structuré, elle était présente, elle avait un regard qui était intense, elle avait une voix qui était modulée, elle faisait des silences, bref. Vraiment, moi j'étais bluffé, je me dis, bah, bravo, t'as vraiment évolué. Et là, elle me dit, mais vraiment sur un air mécontent, et moi je suis pas contente, je suis insatisfaite, je pensais que j'allais arriver à un niveau encore plus incroyable, machin, etc. Et on commence à discuter, je commence à désamorcer un peu le truc, et je vois vraiment qu'elle n'est pas contente. Et je lui dis une chose, c'est que là, vraiment, tu te rends pas compte du travail que tu as fait en 6 heures. En 6 heures, tu as déjà atteint un niveau d'impact qui est énorme. Tu dépasses 80% des gens en termes d'impact, tu vois, et en termes d'aisance. Mais si tu veux atteindre cet impact cet impact que toi tu voulais avoir, et ça demande des semaines, des mois, des années de pratique. Tu veux atteindre par exemple le niveau d'un conférencier, même mon niveau, c'est ce que je lui ai dit parce que c'est ce qu'elle pensait. Mais moi, j'ai travaillé pendant 3 ans et j'ai fait que ça pendant 3 ans. J'ai arrêté mes études pour ne faire que ça, pour devenir conférencier pro. Donc, la pratique, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça d'efficace, de réellement efficace. Pour revenir encore là-dessus. Donc, on ne devient pas orateur en un jour. Rome ne s'est pas construit en un jour, mais on peut le devenir en rajoutant un petit peu de construction, un petit peu tous les jours. Ça, c'est important, l'intensité de la pratique et la régularité dans la pratique pour s'améliorer et devenir encore meilleur à chaque fois. Intéressant. Très, très intéressant. Et du coup, je vais à t'amener sur un sujet que j'aime beaucoup, mot-clé sur lequel tu vas nous apporter beaucoup de choses, c'est le mot rhétorique. Ah, rhétorique. Rhétorique. Qu'est-ce que tu veux savoir de beau sur la rhétorique? De façon générale, c'est comment justement, parce que là, on a parlé pas mal du stress, on a parlé pas mal de la gestion, de la répétition, et il y a quelque chose moi que je vois difficilement sur le web ou ailleurs, c'est effectivement l'art de l'orateur, les bons mots, trouver les bons mots. Et finalement, si on en revient à l'époque, une époque qui m'est chère, c'est l'Antiquité, notamment l'Antiquité grecque. Même l'Antiquité romaine, tous les sénateurs, tous les grands hommes d'État, ils partaient faire leur stage en Grèce pour apprendre la rhétorique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail et nous donner, par exemple, qu'est-ce qu'une personne pourrait apprendre, savoir sur ce sujet-là, ou qu'est-ce qu'on pourrait avoir déjà comme info pour développer son art oratoire? C'est très large ce que je dis. Là, oui, c'est assez large, mais je vais essayer de recentrer un petit peu. Tu as parlé du choix du bon mot. Alors ça, c'est quelque chose comment dire, qui est très très important, les mots notamment. Il faut savoir que les mots,
ils ont la capacité, lorsqu'on les emploie, et ça c'est très important, lorsque l'on commence à oser parler, Mhm. ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire, c'est lorsque l'on commence à oser parler, il faut savoir utiliser ces mots-là, il faut savoir les utiliser de la bonne manière. Et oser parler, c'est pas juste crier, mais c'est crier juste. Parce que les mots ont un pouvoir, ils ont un pouvoir, ont ce pouvoir immense de créer, c'est-à-dire de créer, d'influencer pour le meilleur les gens, de convaincre, d'arriver à ses fins beaucoup plus facilement, de motiver, d'inspirer, de fédérer les gens autour de nous. Mais ils ont aussi le pouvoir de détruire très fortement ce qui nous entoure et d'influencer pour le pire. Alors, parler et oser parler, c'est pas juste crier, c'est crier juste. Et je pense que le choix du mot, le choix de l'intention du mot que l'on souhaite utiliser est très très important. Il faut faire très attention à ça parce que avec des points, on peut briser des os, mais avec des mots, on peut déchirer une âme. Et ça, c'est très important. C'est très important à prendre en compte parce que les mots ont ce pouvoir immense de détruire. Et en fonction de la manière qu'on a de les utiliser, eh bien, ça peut avoir un double effet. Et tout dépend d'une chose, c'est vraiment quelle intention est-ce que moi je veux mettre. Quelle intention et quel résultat est-ce que je veux obtenir de ma parole. Qu'est-ce que je veux obtenir avec ma parole. Et ça, il faut faire très attention à l'intention, et notamment l'intention émotionnelle que l'on met dans ces mots. Et je pense que vraiment, plus que le choix du mot, c'est vraiment l'intention émotionnelle, l'intention que l'on veut mettre par rapport à ça. Parce que le mot, et moi c'est une réflexion que je me suis faite, les mots que l'on se dit et les mots que l'on dit, c'est juste le reflet d'un état émotionnel interne. Une personne qui dit merde tous les jours, je ne peux pas croire une seule seconde que c'est une personne qui est positive à l'intérieur d'elle. En fait, ce n'est que le reflet de ce que l'on ressent à l'intérieur. Il faut faire très attention donc justement à l'intention émotionnelle que l'on va mettre, parce que le mot et l'émotion que le mot va transporter va se répercuter sur la personne. Et ça, il faut faire très attention. Donc, c'est pas vraiment de la rhétorique, hein, c'est vraiment autre chose, mais c'est plus ça la première chose que moi, je trouve vitale à prendre en considération quand tu commences à parler, à oser parler. Donc, du coup, si j'entends bien, c'est que c'est pas le mot en lui-même, c'est ce qui va se cacher au-delà du mot. C'est-à-dire toute l'énergie qui va être véhiculée sur le mot en lui-même. Alors, le mot, bien sûr, le mot a quand même un impact. Merde, ça sera toujours beaucoup plus dur que amour. Ouais. Oui, parce tout que dépend de l'intention que tu mets derrière. Parce que justement, tu vois, sur les mots, aussi, l'impression qu'on peut avoir initialement, dès qu'on parle de rhétorique ou de l'art de bien parler, c'est d'utiliser des mots comme un livre, de parler comme un livre. Ah bah. Oui. Mais ça, malheureusement, c'est une idée préconçue sur le sujet. Et moi, je sais perso que, par exemple, j'utilise des mots vulgaires de temps en temps, mais je les utilise je les utilise sciemment. Parce que je sais l'impact que va avoir ce mot lorsqu'il va être employé. Donc, bien sûr. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que ta question m'a un petit peu bloqué, je dirais, tout à l'heure, parce que je suis très peu fan de cette rhétorique antique, de cette rhétorique d'art oratoire à la française, comme on peut voir dans les Eloquentia, dans les grands orales, etc., et que je respecte énormément. Mais c'est très verbeux. C'est très verbeux. Et pour moi, c'est plus de la performance que de la parole. Et moi, je suis plus partisan d'une parole authentique, d'une parole véritable qui sort du cœur, tu vois, avec des fautes, mais qui n'est pas parfaite. Au contraire, qui est imparfaite, parce que dans imparfait, j'entends parfait. Et dans l'imperfection, c'est là que l'on trouve la perfection. C'est-à-dire la perfection humaine, c'est-à-dire ce que l'on est vraiment. Et je pense que c'est primordial, je trouve, de parler naturellement. Et on peut parler naturellement avec impact, avec puissance, pour que notre message soit compris, soit entendu et soit retransmis aussi, plutôt que de partir dans des grandes phrases interminables, verbeuses à souhait, qui sont incompréhensibles et qui ne flattent que l'ego d'une personne, celle de l'orateur, au lieu de flatter celle de son public, qui est pourtant la star de sa présentation. D'accord, ok. Et du coup, c'est sur cette dynamique-là, il y a vraiment deux choses. Donc, d'un côté, il est nécessaire d'arriver à revenir sur soi
revenir Ouais, vraiment sur un un vocabulaire qui soit un vocabulaire, des codes oratoires qui sont propres à notre propre personnalité. Donc, en gros, on se reconnecte à notre identité. Mais tout à à fait. côté de ça, il est quand même nécessaire d'améliorer parce que si tu pars avec ce que tu as par défaut, eh bien, c'est cool, mais ça ne sera pas suffisant. Tout à fait, je suis totalement d'accord et on peut très clairement élever son niveau de vocabulaire. Je pense par la lecture, je Ouais. pense par écouter des audios intéressants, arrêter de regarder Les Anges de la Télé-réalité et commencer à écouter France Culture. Moi, j'écoute Ouais. régulièrement des podcasts sur la philosophie, j'écoute très régulièrement des podcasts sur l'économie pour Mmh. développer à la fois et une culture et aussi une réflexion du monde, mais aussi un vocabulaire. Mmh. Donc, par la lecture et par l'écoute. Et aussi en allant écouter d'autres orateurs. Ça aussi, c'est très intéressant de s'inspirer des Et on autres. les trouve où, ces orateurs? Est-ce que c'est forcément des conférenciers? Non, pas forcément, pas forcément. Tu as des associations d'orateurs dont je fais partie, Ouais. qui s'appellent Toastmasters, par exemple. Il y en a, c'est une organisation internationale. On est plus de plusieurs centaines de milliers de membres à travers le monde, dans plus de 80 pays, si je ne me trompe pas. Et on développe, au travers de cette association, les compétences de communication et de leadership, au travers de discours préparés, d'improvisation et de retour et de feedback constructif, Mmh. bienveillant pour la personne qui Mmh. vient de réaliser un discours. Et c'est vraiment un club, une association où tout le monde est bienveillant avec tout le monde et où tout le monde vient entraîner sa parole pour devenir, moi comme j'aime le dire, de meilleurs speakers. Mmh. Ça, il y a aussi des associations d'orateurs comme Eloquentia qui se développent énormément, qui ont un très très grand écho en France, des associations d'orateurs dans les facs de droit, beaucoup. Et après, des conférenciers professionnels lorsqu'ils donnent des conférences. Ouais. Mais Mmh. beaucoup en entreprise, malheureusement. Mais c'est vrai que le Toastmaster, j'en avais entendu beaucoup parler. J'avais failli rejoindre à une époque donnée. Et ouais, tout à fait. C'est très intéressant. C'est à recommander, ouais. Oui, parce qu'il y en a dans la plupart dans beaucoup de villes, hein. Dans- Il y en a partout. Il y en a, moi, je suis sur Marseille et sur Aix en même temps sur les deux clubs. ouais. Marseille est le plus gros club de France. J'ai la fierté d'annoncer ça. euh, il y en a à Lyon, il y en a deux ou trois à Lyon. À Paris, il y en a 4 ou 5. À Toulouse, il y en a un. À Bordeaux, si je ne me trompe pas. Lille, je crois qu'il est encore ouvert. Bref, il faut chercher sur Internet et Ouais, chercher le club sur Facebook ou sur Toastmaster. Toastmasters, ouais, tout à fait. Et ça, vraiment, je considère ça comme un laboratoire. C'est pas de la formation, c'est pas du coaching à la prise de parole comme moi je propose. Moi, ce que je propose, c'est vraiment de l'amélioration directe et intense et de la formation pour atteindre des techniques beaucoup plus développées, beaucoup plus rapidement. Alors que Toastmaster, c'est plus un laboratoire. Il faut imaginer un chimiste un peu fou avec Mmh. les cheveux en pétard et les grosses lunettes et la chemise blanche qui commence à faire ses expériences, tout lui pète à la gueule 50 fois, tu vois, et à la 51e fois, ça marche. Tu vois. Et Toastmaster, c'est exactement ça. C'est un laboratoire où on vient analyser et améliorer sa parole, comme on Mmh. analyserait, on améliorerait un médicament ou une recette pharmaceutique. Mmh. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que effectivement, en plus, on a la possibilité aujourd'hui, c'est facile pour quelqu'un de pouvoir travailler son art oratoire, même si elle n'est pas forcément dans un contexte qui est adéquat. Exactement, c'est extrêmement facile et on le voit, hein, la prise de parole, ça se développe énormément en France. On peut, là, par exemple, Toastmaster, c'est 140 € l'année, c'est que dalle pour un club, une communauté. Il faut vraiment voir ça comme une communauté incroyable sur la thématique de la prise de parole. Il y a ensuite aussi le Speaker Magazine pour lequel j'ai écrit un article qui va se développer, qui va se lancer, pardon, Mmh. qui est, euh, qui est rédigé par Didier Gélanor et toute une équipe, Mmh. euh, qui est parrainé par Martin Latulippe aussi. Les gens se reconnaîtront dedans. Il fait la première page d'ailleurs du premier Génial. magazine. Je vais y arriver, donc c'est vraiment sympa. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir écrire un article justement sur le track, un très gros article. Donc voilà, il y a plein de possibilités, que ce soit des audios, ma chaîne YouTube par exemple, et d'autres chaînes YouTube, Ouais. d'autres confrères et consoeurs, avec du contenu gratuit. Bref, voilà, il y a énormément de moyens de pratiquer l'art oratoire. Mmh. Il y a Et même toi, des jeux de mmh. société.
Et toi, donc, du coup, tu formes pour recadrer, effectivement. Donc, la chaîne YouTube, on retrouvera le lien dans la description, comme d'habitude. Et donc, toi, tu fais de la formation, tu fais également, tu accompagnes des personnes, donc tu fais du coaching sur l'art oratoire, sur l'art de la présentation. Tu fais Tout à fait. que sur de la présentation en public, c'est-à-dire une personne qui veut parler en public, ou est-ce que, par exemple, tu vas pratiquer sur des personnes qui veulent être plus à l'aise à la caméra? Parce que là aussi, finalement, il y a une forme de difficulté de track nécessaire. Tout à fait. Tout à fait. J'ai une très forte expertise là aussi parce que j'ai réalisé plus de 300 vidéos sur Internet sur les 2 dernières années. Donc la vidéo, ouais, ben, la petite boîte qui te filme pendant une demi-heure, je commence à la connaître. Donc j'en parle très peu, mais s'il y a besoin, oui, j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne des cadres, managers, dirigeants aussi à être plus à l'aise face à leur caméra, que ce soit lors d'une prise vidéo pour YouTube ou pour de la formation, pour être plus impactant, mais aussi pour des réunions face caméra ou des entretiens d'embauche face caméra. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des techniques. C'est un petit focus parce qu'il n'y a pas. Enfin, c'est un petit focus la caméra, mais où je rajoute évidemment des techniques de prise de parole par-dessus pour être plus à l'aise. Génial. Super, super. Pour finir, j'aimerais te poser une dernière question que je pose à tous mes Ouais. invités. Et là, on va revenir plus sur ton parcours perso. Ouais. J'aimerais que tu partages avec nous l'une des situations les plus difficiles que tu as pu vivre et Ouais. qu'est-ce que tu en as tiré de bon de cette situation-là? Ok. Dans la prise de parole en public ou qu'importe? Qu'importe, mais quelque chose qui sera Elda et un lien avec ce que l'on a vu jusqu'à présent. Tu vois, pire galère, le truc vraiment où c'était super chaud et t'en ressors, ça peut être même une anecdote ou autre. Ouais. Alors, c'est une histoire que j'aime, qui est un petit peu, qui est un petit peu dure hein, à raconter, que je raconte désormais dans mon discours de concours en ce moment. Euh, Moi, j'ai été un petit garçon qui a été élevé en pensant que montrer ses émotions, c'est quelque chose de tabou. Vraiment, à cause de ça, ben, j'arrivais pas à gérer mes émotions, j'arrivais pas à les comprendre, et vu que j'arrivais pas à m'exprimer de la bonne manière, j'arrivais pas à connecter avec les gens, tu vois. Parce que les émotions, c'est ce qui fait qu'on connecte avec autrui. Donc, par conséquent, j'ai été très longtemps rejeté, j'ai été humilié, violenté, etc. quand j'étais plus jeune. Et, et j'ai toujours pensé, voilà, et pour moi, parler, ça a toujours été extrêmement compliqué. Notamment parler de ce qui importait le plus, c'est-à-dire de ce que j'avais à l'intérieur de moi, mes émotions. Et il y a un jour où vraiment j'ai eu le déclic, je suis dans un grand magasin d'électroménager, je suis étudiant à ce moment-là et je fais un peu d'argent dans ce magasin en tant que vendeur commercial. Et je me balade dans les allées du magasin à la recherche d'un client et je dois poser une question à un confrère. Et là, tu vois le confrère, un confrère vendeur, Hulk. Le mec, il fait 2 mètres sur 12, des mains aussi grosses que ma tête, autant te dire qu'il ne faut pas l'emmerder, le gars. Tu vois. Et je lui pose une question, je suis un peu tremblotant en le regardant et il se tourne vers moi, les yeux pleins de rage, et il commence littéralement me menacer. À me menacer de mort et à me dire, si tu voles encore une de mes ventes, je te jure que je te tue. Tout ça en plein milieu du magasin, face à des collègues et des clients. Et à ce moment-là, je me reçois mais une balle en plein milieu de la poitrine. Tu vois. Les mots, ils ont eu un impact, mais d'une puissance, mais fou. Ça m'a vraiment sur le coup, ça m'a détruit. Ça m'a détruit. Et au moins je parlais, au moins j'osais en parler, et au plus la peur de parler se resserrait autour de ma gorge, tu vois, comme une corde qui se resserre un petit peu chaque jour. Tu vois. Et à ce moment-là, oh là, il y a du bruit dehors, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui tape, je sais pas quoi. Bref, excuse-moi. Et C'est le gars peut-être. Hein. ouais, c'est ça, il est revenu, c'est ça exactement. Il est revenu. T'as encore volé une de mes ventes, enfoiré. Et là, je prends conscience d'une chose au bout d'un moment, lorsque mon manager vient me voir et il me dit là, tes résultats sont en baisse, tes ventes sont en baisse. Là, je me dis c'est plus possible, quoi. Là, je me sens crever à l'intérieur de moi et je me dis clairement, là, si tu parles pas, Cyril, ben, tu vas crever, quoi. Si tu parles pas, tu crèves. Et ce jour-là,
j'ai eu ma plus grande fierté, ma plus grande victoire, non pas parce que j'ai eu gain de cause, parce que j'ai parlé de ce qui s'était passé, mais vraiment ma plus grande victoire parce que j'ai osé parler. J'ai osé parler de ce qui s'est passé, de parler de quelque chose qui aurait été jugé comme inacceptable, malgré la peur de me faire reviolenter à nouveau, malgré la peur de me refaire menacer, malgré la peur du jugement de ma direction et de mes collègues de travail. Mais j'ai osé malgré l'inacceptabilité de la chose. Et Ouais. ça, parler, c'est vital. J'ai Ouais. vraiment pris que parler, c'est vital, que communiquer, échanger, parler de ses émotions, eh ben, c'est pas quelque chose de mal. Au contraire, Ouais. c'est oser parler de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est pas une faiblesse, c'est vraiment une preuve de courage. Parce que parler de ce que l'on essaie toujours de cacher, c'est vraiment l'un des actes les plus courageux et qui mériterait limite d'être applaudi par n'importe qui. Montrer ses émotions, c'est pas une faiblesse. Et aujourd'hui, j'en fais vraiment mon, je mets vraiment un point d'orgue sur ce sujet-là, à oser parler de ce qui me fait peur, à oser parler de ce qui me touche. Mm. Parce que lorsque l'on parle de ce qui nous touche, lorsque l'on parle de ce qui nous fait peur, lorsque l'on parle de nos émotions, eh ben c'est ce qui nous permet de nous connecter à ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de nous, c'est-à-dire nos émotions et donc ce qu'il y a de plus humain et de plus humain à l'intérieur de nous, vraiment. Voilà. Donc vraiment, parler de ses émotions, comme je dis, comme j'aime le dire, c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une grande force. Il faut arrêter de penser que c'est se montrer vulnérable, c'est se montrer faible. Au contraire, c'est un très grand acte de courage que de parler de ça, notamment dans les moments les plus inacceptables et les plus difficiles de notre vie. Ouais. Waouh, super, super. Merci pour tout ça. Merci pour ce beau message qui, je pense, a très, très bien, parfaitement conclure cette interview. Pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver pour aller plus loin? Alors, on peut me retrouver sur YouTube. Ma chaîne s'appelle Cyril Chambard. C'est très, très compliqué à retenir, hein. C'est mon prénom et mon nom. Et c'est Je me encore suis plus compliqué avec le lien juste en dessous. Voilà, encore plus compliqué. Il y a juste en dessous, dans la description. On dirait que je fais une vidéo YouTube. C'est trop drôle. On le connaît par cœur, hein, C'est ça, c'est ça. Vous Ils s'en retrouvez le retrouvent lien dans la description. c'est ça. Sur Et, Facebook aussi, et Cyril Chambard, mon compte pro, mon compte professionnel, vous pouvez me rajouter avec plaisir. Et mon blog apprendre à parler en public.fr avec des tirets entre chaque mot. Voilà. d'accord, super génial. Bon, bien évidemment, tout est dans la description. Merci pour tes retours, pour tes feedbacks, pour toutes les connaissances que tu nous as apportées. C'était vraiment, vraiment top. Et, euh, et à bientôt pour Mais d'autres. merci beaucoup, Nico, pour cette interview. J'étais vraiment ravi déjà de pouvoir te revoir. Ça fait longtemps qu'on Ouais, c'est une n'avait éternité, pas ouais. discuté. C'est presque un an ou deux que j'avais fait une interview avec toi, justement, pour ma chaîne Oui, YouTube au moment où je me lançais. Donc, je te remercie je me beaucoup d'avoir rappelle très accepté bien. déjà à l'époque. Ça m'a vraiment lancé, ça m'a vraiment aidé. Et voilà, ben, comme j'aime bien dire, ben, déjà, merci, encore merci. Merci à vous de nous avoir écoutés, chers auditeurs. Et surtout, n'oubliez pas, eh ben, on n'est pas speaker, on le devient. C'est dit. C'est dit. Voilà. À bientôt. Ciao. À très bientôt. Ciao, ciao.